Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des faibles doses de radioactivité et leurs effets sur la santé, ainsi que la production d'ignorance qui entoure cette question. Si les effets d'une très forte dose de radioactivité reçue ne prêtent guère à controverse scientifique, il n'en est pas de même pour ce qui est des effets de l'exposition à des faibles doses de radioactivité. On appelle faibles doses des doses qui sont considérées comme négligeables, car n'impliquant pas des effets cliniques visibles et immédiats. Pourtant, ces effets sur la santé existent bel et bien. De nombreuses études ont été menées, et en particulier sur l'exposition à des faibles doses de millions de personnes autour de Tchernobyl. Les mêmes effets ne manqueront pas d'être observés après la catastrophe de Fukushima. Pourtant, les résultats de ces études, tout comme les résultats de nombreux rapports sur les effets des faibles doses de radioactivité, restent ignorés du public et même du corps médical. Ces connaissances sont néanmoins indispensables pour comprendre la dangerosité du nucléaire. Alors pourquoi et comment ce refus de communiquer la vérité est-il possible ? Un colloque s'est tenu le 9 novembre dernier à Paris sur ces questions. Ce colloque était la première séance d'un cycle de conférences organisé par le Collège international du nucléaire. On va vous en proposer aujourd'hui quelques extraits. Alors le premier extrait par Thierry Ribaud, économiste, chercheur au CNRS à l'université de Lille 1 dans son introduction au colloque. C'est parti. Non, c'est pas parti. J'en viens maintenant directement au thème d'aujourd'hui, qui est qui s'intitule le nucléaire, les faibles doses et production de l'ignorance. Quels sont les objectifs scientifiques de cette journée ? Je vais essayer d'être clair là-dessus. Nous souhaitons aujourd'hui concentrer notre intérêt sur la nature, la place et le rôle de l'information et du savoir dans la société nucléaire. Il s'agit en fait de contribuer à mettre au jour l'articulation critique entre la production de connaissances et la protection humaine. Connaissance et protection humaine sont vraiment les deux mots-clés de cette journée. Le désastre nucléaire de Fukushima constitue un cas d'école en la matière, particulièrement en ce qui concerne le débat sur les effets sanitaires du rayonnement ionisant dit à faible dose. En général, pour la science, l'ignorance implique une faillite, soit une faillite dans notre capacité à comprendre, soit une faillite de la recherche elle-même, c'est-à-dire un résultat organisationnel négatif finalement. Les travaux de ce qu'on appelle les Science, Technology and Society Studies se sont concentrés sur l'incertitude scientifique et sur le non-savoir, plus que sur l'ignorance. Les spécialistes de sciences, technologies et société approchent en effet l'incertitude, contrairement à l'ignorance, en tant que résultat attendu d'un travail scientifique. Et cette incertitude tend à être examinée comme un accomplissement négocié en termes de comment elle survient plutôt que pourquoi elle est produite. Mais il y a également une littérature croissante, notamment aux États-Unis, qui a largement documenté les manières dont les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas produits et les raisons pour lesquelles ces savoirs ne sont pas produits. Je ne vais pas passer ici en revue l'ensemble de ces travaux, mais il y en a beaucoup dans différents domaines qui vont de l'industrie du tabac à celle de l'amiante, en passant par différentes formes de production de nuisances dans nos sociétés contemporaines. L'ignorance prend donc des formes épistémiques variées. Un fait nié, une compréhension généralisée des choses, un ensemble de questions laissées sans réponse, une zone entière d'investigation laissée en jachère. Ainsi, dans des situations où la production et la circulation du savoir sont impliquées de manière critique,
Ce que nous ne savons pas et pourquoi nous ne le savons pas devient un point de départ fondamental à tout type de questionnement qui porte sur la nature de ce que nous voulons protéger. Et le retour de la controverse et des tentatives de sa confiscation sur les faibles doses, dans le contexte du désastre nucléaire de Fukushima, est assez paradigmatique en ce sens. Que savons-nous de la manière dont le rayonnement provoque le cancer et d'autres maladies ? En fait, nous en savons beaucoup, même si de nombreuses lacunes subsistent. En résumé, nous savons que le rayonnement peut interagir directement ou indirectement avec l'ADN des cellules exposées et peut provoquer des modifications de sa structure, notamment à travers des mutations ponctuelles ou des réarrangements, ces deux formes étant associées au développement du cancer. Plus récemment, nous avons également appris que des cellules peuvent devenir instables à la fois à cause d'une exposition directe et par la proximité d'une cellule irradiée. C'est ce que Keith Weierstock expliquera de manière plus détaillée après, qui est qualifié d'effet bystander. Et on a appris également que l'instabilité peut être propagée à travers de nombreuses générations de cellules. C'est ce qu'on appelle un effet qualifié d'instabilité génomique. Nous y reviendrons plus en détail encore une fois après. Nous ne connaissons pas l'importance relative sur les cancers radio-induits et les maladies non cancéreuses de ces deux réponses distinctes des cellules exposées au rayonnement. Ces deux catégories de maladies ont en effet été associées à la fois à une dégradation structurelle de l'ADN et à l'instabilité. Les modifications de la séquence de l'ADN, comme l'instabilité, affectent les cellules germinatives, ce qui peut affecter la descendance dérivée des cellules altérées. L'instabilité héréditaire revêt ainsi une importance particulière, car l'incertitude quant à ses conséquences sur la santé humaine est d'autant plus grande que les dommages sont tardifs. Mais que ce soit l'instabilité génomique, qui renvoie donc aux effets à retardement du rayonnement sur les cellules irradiées et leurs descendantes, ou l'effet bystander qui décrit la réaction des cellules non irradiées suite à l'attaque d'une cellule voisine par les radiations, ces deux effets sont considérés comme importants, désormais, en termes de relation dose-effet, à des niveaux de dose dits justement faibles. Concernant l'existence ou la non-existence d'un seuil en matière d'exposition au rayonnement, et quant aux conséquences de cette exposition sur les cancers et les autres maladies, nous avons à notre disposition une connaissance relativement conséquente. On y reviendra bien sûr au long de cette journée de manière détaillée. Des études portant sur les bombes atomiques notamment, nous avons appris que le rayonnement peut aboutir à une augmentation du risque de développer une large palette de cancers et d'autres pathologies. Nous savions aussi, et ce depuis avant la catastrophe de Tchernobyl, que la période de temps entre l'exposition au rayonnement et le début de l'augmentation du risque est variable, allant de quelques années pour la leucémie et 10 ans pour le cancer de la thyroïde, à plusieurs décennies pour les autres cancers tels que le carcinome du côlon ou pour les maladies telles que les troubles cardiaques. Ce risque accru peut perdurer tout au long de la vie. Le risque de cancer est directement lié à la dose et diviser celle-ci par 2 diminue d'autant parmi les personnes exposées le nombre de celles atteintes d'un cancer lié au rayonnement. C'est ce qui est appelé la relation des effets dose-effet linéaire sans seuil. À un niveau de dose très faible, les déductions faites à partir de ce modèle sont hypothétiques, car il devient difficile d'identifier les cas en excès au sein d'une population par rapport à l'incidence naturelle de la maladie, une partie étant supposée due au rayonnement naturel. Ainsi, certains préfèrent ignorer le risque présumé à faible dose, le considérant comme trop faible ou relevant d'une controverse d'ordre théorique, tandis que d'autres considèrent ce risque comme important car il est très réduit à l'échelle individuelle, le nombre de cancers susceptibles de se développer à l'échelle d'une population pouvant pourtant être considérable. Bien que l'hypothèse d'une relation dose-effet linéaire sans seuil soit désormais attestée pour de très bas niveaux d'exposition, elle continue d'être contestée. On aura maintes fois l'occasion d'y revenir aujourd'hui. L'histoire de la protection radiologique est en effet aussi celle des tentatives de définition d'un niveau de risque qui pourrait être tenu pour négligeable en termes sanitaires, voire optimisable. Même si les faibles expositions, telles que l'exposition à la radioactivité naturelle et la radiologie médicale, ont été dans le passé considérées comme produisant des effets trop faibles pour être perceptibles, ces effets ont bien été ensuite identifiés et mesurés. Pourtant, dans un des derniers rapports de l'UNSCEAR, organisme des Nations Unies, relatif à l'accident nucléaire de Fukushima, publié en 2014, on ne manque pas de rappeler que, je cite, « Même si dans le long terme un risque de maladie peut être théoriquement inféré sur la base des modèles de risque existants, l'observation d'un accroissement de l'incidence des effets sur les futures statistiques de pathologie est peu probable en pratique, compte tenu des méthodes disponibles actuellement, ceci étant dû à la combinaison de la taille limitée de la
population exposée et de la faiblesse des expositions. Autrement dit, les conséquences sont faibles relativement aux risques de base et à leurs incertitudes. Alors, on va peut-être reprendre quelques points là pour enfoncer un petit peu le clou. Que savons-nous des effets des faibles doses ? On nous explique qu'on en sait beaucoup. Oui, effectivement, on en sait beaucoup. On sait qu'il y a une interaction avec l'ADN. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas sues, pas dites. Par exemple, ce qu'on appelle l'effet bystander, dont Thierry Ribaud vient de parler. Donc ça, c'est en fait l'idée qu'une cellule qui est irradiée passe l'irradiation à ses cellules voisines, même si elles n'ont pas été irradiées. Et ça, c'est très très important. Il y a eu des études qui ont été menées là-dessus. Aussi, pour revenir un petit peu sur cette histoire de seuil, il y aurait un seuil en dessous duquel la radioactivité ne serait pas dangereuse. En fait, toute dose de radioactivité a des effets. Même si les organisations internationales qui sont chargées de délimiter les doses, les seuils et les normes nous disent le contraire. On va citer peut-être deux institutions qui sont en charge de délimiter ces normes et ces seuils. Alors il y a, comme l'a évoqué Thierry Ribaud, l'ENSCIR, qui est le comité scientifique de l'ONU sur les conséquences des émissions radioactives, et aussi la Commission internationale de protection radiologique, qui est une association non gouvernementale dont les membres sont cooptés et qui font partie généralement de la nucléocratie. Donc pour ces scientifiques de ces organisations, en dessous d'un certain seuil, les effets seraient négligeables. Et en particulier parce qu'on ne pourra pas déterminer de statistiques probantes dues à la taille limitée de la population qui est affectée. Ça, c'est ce qu'ils disent. En fait, il y a des millions de personnes autour de Tchernobyl qui sont affectées par ces faibles doses encore aujourd'hui à cause de ce qu'ils mangent, de leur alimentation, de la terre qui continue à être contaminée. Un autre effet important, c'est effectivement l'instabilité du génome et l'instabilité héréditaire, c'est-à-dire que cette instabilité se transmet aux générations suivantes. Il y a eu des études en particulier sur des campagnols autour de Tchernobyl qui montrent ça très très bien. C'est qu'en fait, les descendants sont aussi irradiés que les premières générations qui ont été soumises aux effets de la radioactivité. On va écouter un deuxième extrait où Thierry Ribaud nous explique en fait les processus de production de l'ignorance dans le cas du nucléaire. On l'écoute. Il s'agit donc pour nous, à travers la manière dont la controverse sur les faibles doses de rayonnement est réactivée dans le contexte de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, de mettre au jour les processus de production de l'ignorance concernant le nucléaire, en utilisant les outils conceptuels de ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement, mais l'agnotologie, c'est-à-dire l'analyse de l'ignorance produite, volontairement par le secret et la désinformation. Question épistémologique largement discutée depuis pas mal d'années aux États-Unis, mais qui semble avoir du mal à percer en France, si ce n'est uniquement dans le tabac. C'est étrange. Il n'y a que le tabac qui attire les contestataires de la nuisance en France, ce qui est à réfléchir. L'agnotologie, définie par l'historien des sciences Robert Proctor, fait de l'ignorance même un objet d'étude. Et plutôt que de demander ce qu'est la science et ce qui la fonde, eh bien, elle demande comment et pourquoi nous parvenons à des situations où nous ne connaissons pas certaines choses, alors même qu'une connaissance fiable et attestée est disponible. Paradoxe. Il s'agit alors d'identifier des processus, les contextes, les stratégies qui produisent de l'ignorance. Formulée ainsi, la question ouvre des perspectives inédites dans des domaines aussi divers que l'industrie du tabac, bien sûr, comme ça a déjà été fait, l'amiante, comme ça a été pas mal déjà fait aussi, le réchauffement climatique, les nanotechnologies, les pesticides, et le nucléaire, domaine où la culture du secret conduit à l'ignorance non seulement du public, mais même d'une large part du monde scientifique.
Nous souhaitons donc, en mobilisant des savoirs issus des sciences sociales et de la radiologie, expérimenter le concept d'agnotologie dans le domaine du nucléaire, examiner la création délibérée de l'ignorance, notamment dans le cas des faibles doses de rayonnement ionisant, et ses conséquences épistémologiques et politiques. On a bien affaire à une ignorance qui est le fruit d'un processus délibéré, l'ignorance construite ou feinte, relevant d'une stratégie de dissimulation et de manipulation des esprits, plus sournoise que la censure, dont le paradigme est donné par l'industrie du tabac, pour Proctor, et dont il serait intéressant de déceler la présence éventuelle dans la production scientifique contrôlée par l'industrie nucléaire. Le fait que l'ignorance soit en jeu dans les débats sur les conséquences du désastre nucléaire de Fukushima nous apparaît de manière flagrante à l'écoute d'une déclaration faite par Jae-ki Lee, qui est un physicien nucléaire sud-coréen, déclaration faite lors du premier symposium international d'experts sur la radioactivité et les risques sanitaires qui s'était réuni à Fukushima en septembre 2011, 6 mois après la catastrophe. Cet expert physicien déclare, citation, « La curiosité relative aux effets sanitaires de l'exposition au rayonnement tue plus que le rayonnement lui-même. » Non, bien sûr. Alors évidemment, ce qui vient à l'esprit quand on entend et quand on lit cette phrase, c'est l'un des préceptes de l'univers totalitaire du roman 1984 de George Orwell, qui, je vous le rappelle, était « L'ignorance, c'est la force ». De même, le 20 mars 2014, lors d'un symposium au Parlement japonais, dont notre laboratoire était co-organisateur d'ailleurs, les échanges ont révélé, de manière assez stupéfiante, les échanges ont révélé que les experts japonais présents, les scientifiques, au nom des ministères de l'Environnement et de la Santé, n'avaient pas connaissance de 2 publications majeures relatives aux effets du rayonnement à faible dose, auxquelles se référait Anand Grover, rapporteur du Haut Commissariat des Nations Unies au droit à la santé. Toutefois, ce qui importe ici n'est pas de dénoncer les scientifiques comme étant des crapules méritant d'être châtiés en public, ni de les défendre en tant que génies desquels il est impossible de douter, mais de déceler pourquoi ils peuvent en arriver à des aberrations telles que celles que l'on rencontre dans les processus de production et de justification de l'ignorance. L'ignorance peut aussi prendre la forme d'un doute suscité par les politiques, là où la certitude est évidente, mais pénible ou effrayante. En effet, produire le doute sur les conclusions de la science est une manière efficace de rendre inopérants des pans entiers du savoir constitué. Ainsi, on entend dire que tel résultat présenté comme scientifique est en fait le fruit d'une instrumentalisation politique, du débat par un camp politique ou une ONG, accuser tel chercheur qui donne l'alerte d'être militant, etc. On pourra examiner dans le cas du nucléaire, et là une comparaison ou un parallèle France-Japon sera particulièrement fécond, la soustraction de la connaissance non seulement au public, mais à la recherche publique ou académique, sous prétexte de politisation de problèmes scientifiques. Dans le contexte du désastre de Fukushima, l'élimination scientifique des effets sanitaires des faibles doses sur l'homme nous fournit un cas d'école fructueux permettant d'éclairer les mécanismes sociaux et politiques du savoir qui se dissipent en suivant des cycles d'attention, d'oubli, ainsi que le fossé idéologique autant que la trappe à désintérêt qui les provoque. En contribuant à ces formes de scepticisme qui nous séparent de notre humanité ou de nos vies, et qui renvoient aussi à des formes d'ignorance de nous-mêmes, cette pratique systématisée de l'ignorance à laquelle nous assistons et de la dépossession du savoir nous conduit graduellement à un changement profond de la nature de la connaissance et à ce que l'on pourrait nommer une forme de crise de la vérité. La question est alors de savoir s'il faut redéfinir la notion de connaissance, comme on redéfinit l'idée de vie, pour la rendre plus conforme à cette dimension pratique de cette production d'ignorance, voire du secret généralisé, ou tenir à l'idée de la connaissance comme bien public, et critiquer cette pratique pour le rétrécissement de la liberté dans la vie politique et scientifique qu'elle induit. Cette question, bien sûr, de la controverse et de l'ignorance rejoint l'interrogation sur la capacité du public à s'organiser et à acquérir une intelligence des débats. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Ce qui est certain, c'est que la réflexion portant sur la soustraction des réalités du nucléaire, ici les effets sanitaires des faibles doses, à la connaissance du public et à la connaissance publique, et sur l'impact d'une telle soustraction sur une nouvelle définition insécuritaire de la connaissance, eh bien, constitue l'orientation épistémologique de la recherche et du travail de réflexion que nous voulons mener aujourd'hui. Alors, oui, effectivement, est-ce qu'il faut redéfinir la notion de connaissance scientifique pour coller à l'ignorance qu'on veut nous
nous inculquer dans ce domaine du nucléaire. Bon, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir là. Bon, d'une part, évidemment que la production d'ignorance dans le domaine du nucléaire est le fruit d'un processus délibéré. Pour nous, ça ne fait aucun doute. Comme je l'ai dit en introduction, si le grand public était au fait et connaissait les effets réels, la dangerosité de la radioactivité due aux activités de l'industrie nucléaire et de la bombe atomique, je pense qu'on voudrait une seule chose, c'est d'arrêter immédiatement le nucléaire en France et partout dans le monde. Et puis Thierry Ribaud nous parle de quelqu'un, je crois que c'était un Sud-Coréen, qui citait le fait que la curiosité tuerait plus que le rayonnement lui-même. Alors ça fait partie d'un grand facteur de production d'ignorance qui s'appelle la radiophobie. Hein, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'idée qu'avoir peur de la radioactivité est plus dangereux que la radioactivité elle-même. Ça fait partie des dont Thierry Ribaud a parlé. C'est encore une des façons de produire de l'ignorance que d'avancer cette notion d'hormésis. Alors l'hormésis, c'est l'hypothèse, ça n'est qu'une hypothèse, selon laquelle les faibles doses de radioactivité seraient bénéfiques et stimulerait les mécanismes de réparation qui protègent contre les maladies. Alors, on a même vu dans un documentaire qui est passé, je crois, sur France 3, une scientifique en blouse blanche, une scientifique, un médecin, je ne sais même plus si c'était un médecin, qui est venu nous raconter toute cette histoire d'hormésis, production d'ignorance, à une heure de grande écoute sur une chaîne de télévision française. Donc pour finir cette émission, on va terminer avec une citation de George Orwell dans 1984. Et c'est Cécile Azanou-Mabris qui était organisatrice également de ce colloque à Paris, qui est chercheuse en sociologie urbaine, qui est associée au centre de recherche de la maison franco-japonaise de Tokyo, qui va conclure en ses propres mots. Cette production de l'ignorance n'est pas un phénomène nouveau, comme on l'a répété tout au long de cette journée. Stéphane Foucard, lui, nous dit, pour les industriels, attaqués par la science, il faut créer de l'incertitude, donc de l'ignorance. Il faut détruire du savoir. Il nous rappelle également qu'en 1992, l'historien des sciences Robert Proctor de l'université de Stanford imaginait une discipline en sciences humaines, l'agnotologie, soit la science qui s'intéresse à l'ignorance. George Orwell, oui, lui, dans 1984, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je reprends cette citation parce qu'elle me semble fondamentale, décrit l'état d'esprit donc des auteurs de ce processus comme suit. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée, connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement construits, retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires, et croire à toutes deux. Employer la logique contre la logique, répudier la morale alors que l'on se réclame d'elle. Et malgré les dénonciations méticuleuses qui en sont faites, cette stratégie qui permet la valorisation de l'économie aux dépens de nos vies ne semble néanmoins pas avoir pris une ride, et nous la retrouvons bien présente sur plusieurs points dans la gestion de la crise suite à l'accident nucléaire, notamment de Fukushima. Voilà pour
pour la production délibérée d'ignorance dans le domaine du nucléaire. Alors, comme je l'ai dit, ça revêt plusieurs formes. Hein. Ça peut être un négationnisme de base, comme le professeur Pellerin qui nous avait expliqué que le nuage de Tchernobyl n'était pas passé au-dessus de la France. Ça peut être le concept de radiophobie, hein, comme je vous en ai parlé, c'est-à-dire que la peur de la radioactivité serait plus dangereuse que la radioactivité elle-même. Ça peut être de mettre en avant cette fameuse hormésis, selon laquelle les faibles doses seraient bénéfiques, contrairement à une littérature scientifique énorme disant le contraire. Ça peut être le fait de ne parler que de certaines maladies dues à la radioactivité. Alors le cancer, les cancers, et en particulier les cancers de la thyroïde, qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt, hein, de nombreuses autres pathologies dues à la radioactivité. Ça peut être finalement simplement de ne pas tenir compte de toutes ces études, de les ignorer et de ne pas nous en faire profiter. Voilà, on se retrouve dans 15 jours, et dans 15 jours, on parlera justement des effets de la radioactivité sur les effets génétiques en fait, de la radioactivité. On essaiera de ne pas être trop rébarbatif, mais c'est un sujet très important. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos émissions de radio du collectif Antinucléaire 13 sur notre blog, collectif antinucléaire 13 wordpress.com, et on va remercier Sidi à la technique. Et on se retrouve donc dans 15 jours. Nucléaire.